Écoutez, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce second webinaire organisé par ConnectWave dans les domaines des usages et des applications RFID et plus généralement IoT. Donc, je vais vous rappeler quelques petits éléments. D'abord, qu'on travaille avec Zoom, hein, comme vous l'avez bien vu, que les questions et réponses seront traitées à la fin de chaque présentation. N'hésitez pas à poster des questions sur l'onglet Q&R que vous avez en bas de votre écran, où vous glissez avec la souris en bas de votre écran s'il n'apparaît pas, et vous avez un onglet questions et réponses. Et bon, vos questions seront traitées à l'issue de chaque présentation. Ensuite, vous avez un autre onglet qui s'appelle discussion, où là, vous pouvez indiquer des informations à Mélanie et moi-même sur des problèmes techniques ou autres. Donc, première question que je vous pose, est-ce que vous entendez bien et vous voyez bien l'écran, puisqu'il va y avoir des partages de présentation. Et pour ce faire, merci de répondre oui, tout simplement, dans la zone discussion. Voilà, alors, en guise d'introduction, je voulais juste vous rappeler que donc on a commencé cette série de webinaires au mois de mars ou avril, je ne sais plus, avril je crois, et nous les poursuivrons jusqu'en décembre a priori, sauf à en rajouter dans la foulée, mais en tous les cas on reste sur cette perspective. Donc, le programme de ces webinaires est accessible via l'onglet Actualité de notre site web, le site connectwave.fr, bien sûr. Et d'ailleurs, à chacun de ces webinaires, vous pouvez vous y inscrire gratuitement et vous serez préinscrit dès lors. Alors, juste un petit rappel, nous aurons un certain nombre de webinaires. Alors, le premier de ce printemps, là, ou de cet été, pardon, hein, voilà. C'est aujourd'hui avec la gestion des stocks et autres équipements en général. Le prochain sera le 8 juillet avec une thématique sur la logistique. Le 22 juillet sur la santé et la sécurisation et traçabilité. Le 9 septembre, puisque entre-temps, nous aurons pris nos vacances, j'espère. L'IoT au service de l'industrie, alors l'IoT au sens large, hein. Et le 30 septembre, le transport fait une thématique pas très spécifique, mais en même temps très large, qui est le transport ferroviaire, puisqu'il y a beaucoup de nos adhérents qui travaillent dans le transport ferroviaire, aujourd'hui dans l'IoT et la RFID. Le 14 octobre, l'énergie, eau, gaz et électricité. Le 28 octobre, la géolocalisation. Le 18 novembre, blanchisserie et autres blanchisserie industrielle en général. Le 25 novembre, sécurité des données. Et le 9 décembre, on refera un webinaire sur le retail et la grande distribution comme celui que nous avions fait en avril de mémoire. Voilà. D'autres webinaires pourraient s'intercaler d'ici là, bien entendu, au gré des idées et puis de nos adhérents qui souhaitent présenter leurs solutions et leur retour d'expérience avec leurs clients. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Et donc, nous allons avoir deux présentations pour ce matin. En premier lieu, ce sera la société Storcom avec Marie-Hélène Porret, directrice marketing et commerciale, voilà, qui va nous exposer une présentation de leurs solutions et leur mise en œuvre dans des cas d'application concrète avec des résultats en termes de ROI et de bénéfices qui sont constatés.
Voilà, donc le deuxième intervenant sera donc Maxime Blanc, RFID Solutions Business Developer chez RFID, chez SML RFID, et à chacun de se présenter d'une manière assez courte, je l'espère, pour ensuite rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc sans plus tarder, Marie-Hélène, c'est à toi. Merci Philippe. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que déjà vous voyez bien mon écran? C'est bon pour tout le monde? C'est parfait. Ok. Donc, merci déjà ConnectWave de nous avoir conviés sur ce webinaire en tant qu'expert sur cette partie gestion, stock et équipement. C'est un sujet assez vaste, mais je vais essayer d'être assez justement sur des cas concrets pour illustrer tout ce qu'on peut faire avec les technologies RFID et IoT sur ce sujet. Donc, pour commencer, effectivement, moi, je suis directrice marketing et commerciale de la société Storecom. Storecom, on est intégrateur de solutions connectées depuis plus de 15 ans maintenant. Donc, c'est vraiment notre cœur de métier. On ne fait que de la solution connectée, sans contact, sur de la technologie radiofréquence. Et donc, notre métier, c'est effectivement d'accompagner nos clients sur de l'optimisation de processus industriels, sur de l'efficacité opérationnelle grâce à ces technologies. Et on les accompagne sur comment finalement aller collecter des données sur leur activité, sur leur flux, être capable de les collecter, de les remonter pour pouvoir justement prendre des décisions et orienter son plan d'action. Et bien entendu, à l'arrivée, faire de l'optimisation, donc optimiser les coûts et réduire les coûts d'une manière générale. Donc, notre métier en tant qu'intégrateur, c'est d'apporter une solution globale à nos clients. Donc, on intervient sur l'ensemble de la solution. Donc, à la fois sur la partie comment collecter ces données, donc déjà identifier les produits, identifier les équipements, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment les identifier et acquérir cette data. Et bien entendu, pour acquérir ces données, il va falloir mettre en place des systèmes de détection. Donc, ça peut être aussi bien des systèmes mobiles que des systèmes fixes sur des lignes de production, des systèmes de portique pour faire de la lecture en masse. Donc, ça, on l'abordera aussi. Mais effectivement, déjà, cette partie finalement hardware pour aller acquérir ces données et être capable de récolter des données sur le terrain et sur les process. Après, pour pouvoir traiter ces données, il faut toujours une partie applicative. Donc, on a des applications, notamment mobiles, en Android, sur des smartphones qui vont permettre d'aller vraiment être dans la mobilité et sur le terrain, aller acquérir ces données. Et bien entendu, la finalité, c'est la partie data, pouvoir analyser toutes ces données, donc remonter toutes ces données dans un système d'information pour être capable de gérer toutes ces données, les analyser, ressortir finalement des analyses pour être capable de prendre ces décisions et d'orienter finalement ces choix. Donc voilà, notre métier d'intégrateur, c'est vraiment d'être sur l'ensemble de la solution et d'accompagner nos clients de bout en bout. Ça va bien sûr aussi, dès l'amont, être capable de les aider justement à identifier sur quel type d'assets ou quel type d'éléments on va pouvoir aller faire du gain. Donc effectivement, le premier objectif quand on veut faire des solutions de ce type-là, c'est de se dire je vais vouloir avoir plus de fiabilité, je vais vouloir avoir peut-être plus de sécurité, ça peut être aussi dans un objectif ou une logique qualité, faire plus d'efficacité, du gain de productivité, gagner du temps et bien sûr en globalité faire de l'économie et de la réduction de coûts. Donc finalement, je dirais que ces objectifs, c'est toujours difficile de dire c'est à ça que je veux arriver, mais comment est-ce que j'arrive à vraiment un résultat et comment est-ce que je peux optimiser mes flux? Donc nous, on accompagne aussi nos clients dans cette démarche amont pour se dire finalement à quel endroit ça peut avoir un intérêt. Donc analyser leurs flux, les aider à analyser leurs flux pour se dire oui, là ça a un intérêt d'aller mettre de la technologie IoT parce qu'effectivement, il y a du gain qui peut être rapide, du retour sur investissement qui peut être rapide, alors que sur certains axes, finalement, ça va peut-être être moins efficace ou ça va être moins rapide d'aller chercher du gain. Donc, finalement, de les orienter parce qu'on pourrait mettre de la RFID partout, bien entendu. On pourrait faire tellement de choses avec de la RFID, mais en soi, il faut vraiment l'appliquer au départ au bon endroit. On conseille toujours à nos clients de ne pas vouloir faire tout d'un coup, mais plutôt d'y aller par étapes, de commencer à appréhender la technologie, de la mettre en place sur certains process et au fur et à mesure, bien entendu, on fait évoluer ces solutions pour aller d'autant plus optimiser.
Mais bien entendu, voilà, juste ce que je voulais dire en introduction par rapport à ce qu'on va présenter sur cette logique gestion de stock et équipement, c'est que finalement, on peut adresser, quand nous, on est dans l'industrie 4.0, hein, d'une manière générale, on accompagne les entreprises, les industriels sur de la transformation digitale, on rencontre plein de secteurs d'activité différents, donc ça peut s'adapter à plein de secteurs, mais finalement, on retrouve toujours un peu les mêmes problématiques, les mêmes caractéristiques, les mêmes problèmes que peuvent avoir les industriels, quel que soit leur secteur d'activité. Et finalement, on arrive toujours à retrouver des logiques similaires et à mettre en place des solutions qui vont s'adapter dans tous les secteurs. Pour justement adapter un petit peu ma présentation, même si je vais donner des cas concrets dans différents secteurs d'activité pour essayer d'illustrer un peu sur différentes problématiques, je vous propose de mettre dans l'espace discussion, de mettre un petit peu les secteurs d'activité dans lesquels vous travaillez pour que justement je puisse orienter un peu plus la présentation par rapport à vos différents secteurs. Donc n'hésitez pas à réagir et à nous indiquer effectivement dans quel secteur vous travaillez. Donc voilà, l'objectif là dans la présentation, c'est de dérouler un petit peu comment est-ce qu'on peut implémenter la technologie, les technologies RFID, parce qu'il y en a plusieurs aussi, pour justement aller gagner sur des flux et notamment sur la partie gestion de stock et équipement. Donc pour vous dérouler un peu tout ça, parce que comme je disais, on peut appliquer ça à plein de choses. J'ai choisi de vous le dérouler en plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on va partir d'abord de la partie gestion de contenants, quand on identifie les contenants réutilisables la plupart du temps, et puis après on va descendre un peu plus finement, donc après on va aller sur une unité de conditionnement inférieure, c'est-à-dire plutôt sur la partie colis. Et on finira par la partie vraiment équipement, où là, on sera plus sur le conditionnement, mais vraiment sur des équipements et des produits. Donc, la première étape, effectivement, c'est la partie traçabilité des contenants. Je dirais que c'est une des applications les plus classiques de la RFID et depuis très longtemps. Appliquer la RFID sur les contenants, c'est un des axes où il y a le plus rapidement des retours sur investissement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous allez identifier des équipements qui sont réutilisables, vous allez les identifier une seule fois. Et ensuite, vous allez exploiter cette identification sur toute la durée de vie du contenant. Donc, effectivement, on peut identifier donc, des bacs plastiques, des caisses, bois, métal, des supports spécifiques métiers. Avec la RFID, on va pouvoir avoir des identifications qui vont résister à toutes les contraintes de ces bacs ou de ces contenants. Donc, des résistances au lavage pour tout ce qui est bac, notamment dans l'agroalimentaire. On va avoir des résistances au choc pour tout ce qui va être conteneurs qui vont être mis aussi bien en extérieur que être manipulés, transportés par les caristes, etc. Et donc, effectivement, à partir du moment où on va avoir fait cette identification une fois, on va vraiment pouvoir exploiter cet investissement sur toute la durée de vie du contenant. Et je vais montrer justement tous les bénéfices qu'on peut en ressortir. Mais c'est un des aspects les plus faciles déjà pour mettre en place la RFID, identifier des contenants. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très simple en RFID. Alors, bien entendu, il y a toujours des contraintes sur ce qui est métallique, etc. Mais aujourd'hui, il y a aussi des solutions. On peut très bien identifier des contenants métalliques, les tracer en automatique, les tracer sur portique. On trace aussi beaucoup en ligne de production ou sur des lignes automatisées. Donc, en tous les cas, il y a aujourd'hui beaucoup de solutions qui existent. Donc, à moins d'avoir des contraintes vraiment extrêmes sur de la très haute température, et encore qu'aujourd'hui, on a des solutions aussi en haute température, globalement, identifier des contenants, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très accessible et très facile à mettre en place, et avec des gains qui peuvent être très rapides. Les gains qu'on voit souvent sur la partie identification de contenants et exploitation des contenants, c'est que nécessairement, de toute façon, vous le savez tous, on perd des contenants, on passe son temps à les chercher et personne ne dira qu'il arrive toujours à retrouver ces contenants très rapidement, à moins de mettre en place une solution de traçabilité. Donc effectivement, le premier gain, c'est le gain de temps, éviter d'aller chercher et du coup, je dirais tous les gains qui vont être associés au fait que si on n'a pas le contenant à un instant T, on va perdre du temps après sur du flux, donc sur du délai, sur de l'approvisionnement de lignes de production, etc. Donc déjà, sur cette partie gestion, mise en place, ne serait-ce que de l'identification de contenants, on gagne énormément en termes de ROI sur cette partie gestion de temps. Bien entendu aussi, on va gagner en fiabilité, mais ça, je dirais que c'est global aussi sur toutes les solutions qu'on va pouvoir mettre en place en termes de RFID. Le fait d'avoir une identification automatique qui va être lue beaucoup plus facilement et sur la durée que des solutions qui vont être moins pérennes, comme des codes barres qui peuvent s'effacer, etc., dans des contraintes. Là, en RFID, bien entendu, on va pouvoir lire plus facilement et du coup plus rapidement. Et aussi, on va avoir une identification qui va être fiable. C'est-à-dire que quand on va scanner, ça sera forcément la bonne information. On va éviter les erreurs de saisie et tous ces aspects qui peuvent être de la non-qualité.
Et un des premiers moyens d'aller chiffrer et de vous dire est-ce que ça vaut le coup que je mette en place une solution RFID, c'est de calculer combien de contenants vous rachetez tous les ans. Parce que dans toutes les industries, quels que soient les types de contenants, vous perdez des contenants, vous perdez des équipements aussi. Et effectivement, en fin d'année, vous demandez à votre contrôleur de gestion de calculer combien il rachète de contenants, alors que potentiellement, vous n'avez pas forcément eu d'augmentation d'activité, mais vous en avez racheté parce qu'ils ne sont jamais revenus, parce que vous ne savez pas où ils sont, et que du coup, vous êtes obligé à un moment donné d'en racheter. Et ce calcul, il peut être très facile à faire. Autant il y a des calculs de ROI qui peuvent être plus complexes, mais là, ne serait-ce que de calculer combien vous en rachetez tous les ans, et vous savez quelle économie vous pourrez faire si vous mettez en place une solution de traçabilité. Donc, sur la partie gestion de contenants, c'est vraiment très simple. Et après, bien entendu, on va avoir toutes les logiques de gestion de stock associées, puisqu'effectivement, une fois qu'on identifie le contenant, on va pouvoir y associer un contenu d'une manière ou d'une autre. On peut faire de l'association contenant-contenu en code barre, typiquement, contenu en code barre et RFID. On n'est pas obligé d'aller encore jusqu'au contenu. Et déjà, de par cette gestion contenant-contenu, on va avoir une visibilité en temps réel de ces stocks. On sait combien on a de contenants disponibles, on sait s'ils sont en stock, s'ils sont en extérieur. Et du coup, on a une vraie gestion finalement de ces contenants qui va permettre de faire du gain dans tous les cas. Donc, pour vous montrer un exemple d'application sur cette partie gestion de contenants, j'ai pris l'exemple d'un client dans le secteur automobile. Je vous invite d'ailleurs à aller revoir la vidéo qui a été faite à l'occasion du Salon Connect Plus Event le mois dernier, où notre client est venu présenter cette solution en particulier et son retour d'expérience sur la mise en place de cette solution. Et effectivement, on a mis en place une solution RFID pour gérer des bacs qui permettent d'approvisionner le bord de ligne. Donc ça, c'est très classique aussi. On a des solutions aussi dans le ferroviaire sur le même type d'application, et pas forcément sur du bac, mais plutôt sur des caisses effectivement bois ou métal. Mais c'est la même logique, c'est de se dire finalement, je suis capable de tracer des contenants qui vont alimenter la chaîne de production et de gérer mes approvisionnements mes approvisionnements fournisseurs. Donc en fait, on peut très facilement du coup savoir ce qu'on a de disponible en stock, gérer du réassort et à ce moment-là, éviter des ruptures au niveau de la chaîne de production. Donc ça, c'est des choses très simples à mettre en œuvre et qui amènent un gain très rapide, là, au niveau des bénéfices, indépendamment de la logique 5S, parce qu'effectivement, ça fait aussi partie de cette logique 5S d'aller optimiser et faciliter et simplifier les processus. Donc, il y a des gains de temps aussi vis-à-vis de ça. Il y a forcément du gain aussi sur la gestion des approvisionnements fournisseurs, sur les flux, sur l'accélération des flux. Et ça, c'est également des axes de ROI très importants. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter déjà la première étape, c'est-à-dire la partie contenant. Et maintenant, je vais descendre un peu plus finement dans la traçabilité pour aller au niveau colis. Effectivement, ça fait très longtemps qu'on met de la RFID sur du contenant réutilisable parce qu'effectivement, comme je disais, ça amène des ROI très rapides. Mais de plus en plus, on voit arriver la RFID sur l'unité de conditionnement, c'est-à-dire sur le colis. Donc effectivement, là, on est plus dans une logique de tag qui va être du consommable. Ce n'est pas un investissement une fois, mais ça veut dire effectivement l'investissement tous les ans. Mais par contre, on va avoir une traçabilité beaucoup plus fine parce qu'on va aller vraiment au niveau du colis. Donc, c'est un niveau un peu plus important, mais par contre, les gains aussi vont être plus importants. Donc, sur cette logique d'identification de colis, on va avoir vraiment toutes les infos, c'est-à-dire notamment en mobilité, au niveau de chaque colis. Donc, typiquement, quand on l'applique, ça peut être sur de l'agroalimentaire, où on va avoir des infos sur une date de consommation, une DLC, sur vraiment le colis. On va pouvoir gérer du picking. On va pouvoir aussi gérer de la consommation. On le voit aussi, là je parle colis, mais on est aussi souvent sollicité pour identifier des rouleaux, par exemple, des rouleaux qui permettent, ça peut être du tissu, ça peut être du composite, enfin tout type de matériaux, des bobines de papier, par exemple. Et effectivement, on va pouvoir gérer la consommation et vraiment au niveau de chaque conditionnement, on va dire. Donc là, on a aussi un vrai suivi au niveau du contenant, mais encore plus fin que quand on est sur une logique contenant-contenu global. Après, l'un des intérêts aussi dans ce type de solution, c'est qu'on peut rechercher un colis. Alors, c'est vrai qu'en RFID, on ne fait pas de la recherche, ce n'est pas magique, hein, on ne va pas aller rechercher, on ne peut pas tout scanner d'un coup, mais par contre, en mobilité et sur de la logique de plateforme logistique, on peut beaucoup plus facilement aller rechercher un colis. Et j'ai des clients qui, effectivement, utilisent beaucoup cette application pour aller rechercher un colis par rapport à une date spécifique, par rapport à un numéro de lot et tout type de critères qu'on peut intégrer pour faciliter aussi l'identification et la recherche de colis en particulier. Bien entendu, ça s'applique après aussi en livraison. Donc, il y a
indépendamment de la partie logistique, on va pouvoir suivre toute la supply chain. Donc, on équipe souvent des chauffeurs qui vont être capables d'aller vraiment tracer en livraison ce qui a été déposé. Donc, quand on va au niveau colis, on peut aller un peu plus loin en boucle ouverte. Autant le contenant, ça s'applique souvent en boucle fermée, dans un entrepôt, etc. Quand on est sur le colis, on va vraiment aller sur la partie boucle ouverte et du coup, amener aussi du gain qui va être plus visible au niveau du client final. Indépendamment de la partie gestion de stock, où bien entendu, on va réduire les délais, donc nécessairement, au niveau du client final, c'est du positif par rapport à l'image, par rapport au service. Donc ça, cette réduction de délai du fait de mieux maîtriser son stock et d'avoir une vraie visibilité en temps réel, on l'a à différents niveaux. Et bien entendu, quand on est au colis, nécessairement, alors je ne l'ai pas forcément évoqué quand on parlait du contenant, mais je dirais que la logique d'inventaire et les ROI qu'on fait sur l'inventaire, ils sont forcément énormes. Et c'est la plupart du temps sur ce poste inventaire que nos clients font le plus de ROI. C'est que l'inventaire, tout le monde le sait, c'est quand même très pénible à faire. C'est assez rébarbatif. Et effectivement, en RFID, on gagne énormément de temps parce qu'on va pouvoir faire de l'inventaire localisé, on va pouvoir faire de l'inventaire sur de la palette hétérogène et on va avoir un inventaire à la fois rapide, mais surtout fiable, avec des données qui peuvent être actualisées beaucoup plus souvent. Donc, pour vous montrer un exemple sur cette partie identification vraiment au niveau des colis, on a équipé là récemment une plateforme logistique à Rungis qui stocke des produits frais. Donc, on est sur un stockage en chambre froide et où ils ont des flux quotidiens de produits qu'ils doivent gérer, qu'ils doivent tracer en termes de DLC, etc. Et aujourd'hui, sur cette application, ils font les inventaires tous les jours. Tous les jours, dans la plateforme, ils sont capables de faire l'inventaire en mobilité parce qu'effectivement, ils vont aller beaucoup plus vite. Et ça, c'est un gain qu'ils ne pourraient pas obtenir s'ils étaient restés sur du code barre. Aujourd'hui, ils vont pouvoir passer dans la chambre froide, passer dans les allées, scanner tous les colis et avoir un vrai inventaire des produits qui sont en stock. Donc, il y a cet aspect-là, l'inventaire, bien entendu. Il y a aussi toute la partie gestion des DLC, puisqu'effectivement, on va pouvoir contrôler quand ils vont préparer les palettes, contrôler les DLC, s'assurer qu'il n'y ait pas un produit périmé qui soit livré. On va aussi pouvoir gérer du FIFO et du coup, leur faire prendre plutôt les produits qui sont à DLC courtes. Et bien entendu, on va avoir tous les gains liés à la réduction des erreurs parce qu'effectivement, tout se fait en RFID. Donc, c'est de plus en plus ce qu'on voit arriver, c'est vraiment la RFID un peu plus bas en termes d'identification pour avoir une traçabilité encore plus fine et encore plus optimisée. Pour finir, je vais parler un petit peu de la partie équipement. Donc, on a fait les conditionnements plutôt grands contenants, ensuite plus la partie colis. Et en dehors du conditionnement, on peut aussi aller identifier des produits. Alors, en traçabilité d'équipement, je pourrais faire un sujet complet sur la partie traçabilité d'équipement parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont possibles, de la localisation, etc. Mais aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de l'orienter sur la partie gestion de parc d'équipement. Donc, effectivement, nous, on est très souvent sollicités pour identifier des équipements. Ça peut être de l'outillage, ça peut être des EPI, ça peut être des équipements de production. Et effectivement, de pouvoir souvent l'associer à, je dirais que si on met en place de la traçabilité RFID, IoT sur l'équipement, c'est souvent parce qu'il y a une logique de suivi de maintenance qui est associée et où on va avoir soit une logique de qualité, soit une logique de sécurité qui est liée aux équipements qu'on va tracer et on a besoin de s'assurer que le suivi de maintenance est vraiment précis et contrôlé. Donc, sur les équipements, il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire, mais souvent, effectivement, on va identifier des équipements d'abord dans l'objectif de les localiser plus facilement. Donc, souvent, quand c'est l'outillage qui est partagé, de s'assurer que si j'ai besoin de cet équipement, effectivement, je sais où aller le chercher. Donc, ça, c'est la première approche, mais qui est la même, je dirais, en gestion de stock classique, mais appliquée à l'équipement. Et souvent, l'objectif, c'est de gérer du contrôle périodique, donc soit de l'étalonnage, des contrôles réglementaires, etc. Ce qui est le cas notamment sur les EPI, et de pouvoir gérer ces contrôles de manière optimale, c'est-à-dire mettre en place des alertes, éviter que les équipements soient utilisés sur des interventions alors qu'ils n'ont pas été contrôlés. Donc, il y a une vraie logique de sécurité aussi et de qualité derrière. Et finalement, d'avoir un historique complet de la maintenance et des interventions qui sont faites sur cet équipement. Et ça, c'est aussi, en termes de data, une mine d'informations pour être capable d'analyser, de se dire finalement, sur ce type d'équipement, j'ai beaucoup plus de pannes, par exemple, que sur un autre, et aussi d'aller chercher du coût derrière au niveau des contrats de maintenance.
D'une manière générale, c'est de toute façon, la plupart du temps, l'objectif, c'est d'optimiser aussi la disponibilité des équipements et de se dire finalement, je n'ai pas besoin non plus d'aller racheter des équipements parce que je suis capable de mieux gérer mon parc. Donc, je vais aussi faire du gain sur la gestion de mon parc au sens éviter de racheter du matériel alors que finalement, là, je sais où il est. Je vais être capable potentiellement de le réserver sur une période parce que je sais qu'il est disponible, etc. Et mieux gérer son parc pour faire du gain. Donc, une autre application que j'ai choisi de vous montrer, mais c'est pareil sur la gestion d'équipement, il y a plein de secteurs d'activité sur lesquels ça s'applique. C'est typiquement du suivi métrologique d'outillage dans le domaine aéronautique. Là, on a équipé effectivement un industriel avec une solution qui est en mobilité, typiquement, qui permet vraiment à chaque fois qu'ils utilisent un équipement, ils l'associent à un ordre de travail. Souvent, la logique, c'est que vous avez un ordre de travail, vous devez utiliser des équipements. Ils sont capables de tracer effectivement quel équipement a été utilisé sur quel ordre de travail. Donc, il y a déjà cette logique de traçabilité. Et bien sûr, ils suivent la métrologie qui est faite, donc tous les contrôles métrologiques qui sont associés. Et la première application qu'ils ont pu voir et l'utilisation de notre solution, c'est qu'ils ont eu un audit assez rapidement après. Et en fait, les services qui avaient été équipés avec cette solution-là étaient capables très rapidement de montrer qu'ils pouvaient remonter l'information, c'est-à-dire savoir à partir d'un OT tous les équipements qui avaient été utilisés et inversement, pour un équipement, savoir sur quels OT il avait été utilisé. Et ils étaient en capacité de le faire très rapidement, alors qu'auparavant, ils devaient sortir des feuilles et aller chercher dans des archives, etc. Donc là, ils ont vraiment optimisé la traçabilité avec un vrai suivi qualité au niveau de l'utilisation, d'autant plus que du coup, en termes d'application, à chaque fois qu'on scanne un équipement pour l'associer à un OT, si jamais sa date de contrôle est dépassée ou proche, on met une alerte à l'utilisateur pour lui dire attention, vous n'allez pas pouvoir utiliser cet équipement parce qu'il doit être contrôlé et sa date d'étalonnage est dépassée. Donc, il y a aussi déjà un gain en termes de sécurité et de qualité, ne serait-ce que par rapport à la mise en œuvre de cette solution. Et bien sûr aussi un gain en traçabilité. Et en fait, après avoir fait cette première étape de mise en place de la solution, ils ont très vite travaillé sur les données pour regarder les taux d'utilisation des équipements. Et déjà, ils se sont dit, mais en fait, on a plein d'équipements qui ne sont pas utilisés. Alors, ça ne sert à rien d'envoyer tout en maintenance, en étalonnage régulièrement, alors que finalement, j'ai suffisamment d'équipements disponibles et étalonnés, je ne vais pas aller étalonner tout le parc. Et du coup, ils ont pu rationaliser leur parc d'équipements et en même temps, bien entendu, faire de la réduction de coûts aussi sur leur contrat de maintenance et sur toutes les prestations d'étalonnage qu'ils avaient réalisées. Donc voilà, c'est encore un autre exemple. Je vous dresse un peu un panorama assez large de tout ce qui est possible de faire, mais on voit que sur chaque type d'application, que ce soit au niveau contenant, que ce soit au niveau colis, que ce soit au niveau équipement, on retrouve un peu tous les mêmes gains, c'est-à-dire les gains de temps, les gains en termes de fiabilité, de précision de l'information, les réductions des erreurs. Et d'une manière générale, cette visibilité complète qu'on a grâce aux solutions qu'on met en place, c'est effectivement la partie gestion des données et la partie la plus stratégique, mais tous les éléments sont importants, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit bien identifié, il faut que les applicatifs aussi mobiles soient ergonomiques et faciles à utiliser pour que tout le monde s'intègre dans la solution. Et cette partie data, du coup, on obtient une qualité d'information au niveau de la data qui est pertinente et qui permet vraiment d'exploiter derrière et de faire du gain, même a posteriori. Il y a des gains qui vont être court terme, sur tout ce qui va être très rapide, ce que je disais, les réductions des coûts de réassort. Et puis, il y a les gains après qu'on va obtenir en allant plus loin sur l'analyse de données et en mettant en place les solutions qui vont bien. Donc, effectivement, nous, souvent, quand on met en place des solutions, donc on a des tableaux de bord qui sont mis en place par défaut dans nos applications sur des logiques soit de gestion de contenant, soit de gestion d'équipement, etc. Et souvent, au bout d'un certain temps, nos clients reviennent vers nous pour nous dire, voilà, tel indicateur m'intéresse parce que maintenant, je suis allé un peu plus loin, je gère mon parc, je maîtrise bien les flux. Et maintenant, j'ai besoin d'aller voir telle information, de calculer tel indicateur pour pouvoir aller un peu plus loin encore dans l'optimisation. Donc voilà un petit peu, j'ai essayé de vous dresser un panorama assez large, mais il y a tellement de sujets qu'on peut évoquer sur cet aspect-là. Donc moi, je vous invite dans tous les cas, après, vous avez mes coordonnées. Si vous avez un projet, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse un peu plus rentrer dans le détail de votre problématique et que ce soit vraiment appliqué. C'est toujours un peu difficile de savoir, de tout balayer en très peu de temps. Mais je pense que je suis dans les clous au niveau timing, Philippe. C'est parfait, Marie-Hélène. Voilà. Merci. Donc, merci infiniment pour cette concision et balayage des problématiques globales de gestion de stock et des équipements.
et avec des expériences vécues. Alors, toi-même, tu as demandé un petit peu quels étaient les domaines qui pourraient intéresser Oui. nos auditeurs et sur lesquels tu aurais peut-être des éléments d'expérience ou de réponse. Alors bon, ça reste très succinct, hein, je veux dire. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées dans du domaine pharmaceutique. Oui. Bon, voilà, donc je ne sais pas s'il y a… Alors, je n'ai pas abordé les aspects santé ici parce qu'il y aura un webinaire dédié à la partie santé auquel on participera également. Donc là, j'ai plutôt orienté industrie, effectivement. Mais oui, sur la partie pharmaceutique, la logique est la même, hein. Souvent, ils travaillent avec des bacs. Donc, on va retrouver la logique de gestion contenant-contenu. Où on va effectivement pouvoir aussi, d'ailleurs on a des clients dans le domaine médical où on fait la traçabilité des bacs qui contiennent des kits de stérilisation et on a des sas entrée-sortie pour tracer automatiquement ce qui rentre, ce qui est remis à disposition parce que c'est des logiques de prêt. Donc on travaille souvent aussi dans le domaine de la santé sur ces aspects-là. Alors, qu'est-ce que je note un petit peu parce que qui pourrait être intéressant d'avoir des éléments de réponse. J'ai vu une question dans l'espace questions-réponses aussi sur la plateforme de Rungis. J'y viendrai. Je te laisse dire alors. Là, je balaye les domaines qui pourraient être intéressants d'évoquer. Sinon, après, on posera les questions que j'ai sous les yeux là. Mais s'agissant de la robotique mobile, alors, entre parenthèses, déplacement d'un robot ou je suppose AGV. Donc, bon, là, je sais que c'est des problématiques qui peuvent être spécifiques, notamment avec l'usage non pas de RFID passive traditionnelle, mais plutôt de, comment dirais-je, de trackers, en tous les cas. Bon, voilà, c'est un domaine particulier. Logistique, oil and gas, est-ce que tu as des idées là-dessus? Alors oui, on travaille aussi dans ce domaine-là. On est plus sur la gestion d'équipements souvent dans ce domaine-là. C'est-à-dire identifier des équipements qui vont être utilisés avec des contraintes extrêmes, etc. Donc là, effectivement, on va plutôt retrouver la logique d'être capable de gérer un parc d'équipements qui va être utilisé sur différents sites. Souvent, la logique gestion d'outillage est très appliquée dans ce domaine-là. Après, ils ont aussi des contenants, hein, donc ça peut aussi être ça. Mais souvent, oui, c'est plutôt utiliser la technologie pour tracer des équipements qui vont être soumis typiquement à des fortes contraintes et où la RFID s'applique bien en termes d'identification. Oui, je crois qu'il y a un point que tu as souligné dans ton intervention, mais que moi, on me pose toujours régulièrement la question, et qui avait une réelle pertinence il y a quelques années, c'est-à-dire de savoir si un tag RFID pouvait fonctionner sur du métal, sur du plastique, oui. dans des environnements difficiles, etc. Aujourd'hui, il y a plein de solutions qui ont été développées par des fabricants de tags. Ça, c'est mon opinion, mais que je partage, je pense, avec toi. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup plus de solutions aujourd'hui d'identification qu'il y en avait il y a 15 ans. On a beaucoup plus de choix et beaucoup plus de possibilités. Puis des résistances aux contraintes, justement, tout ce qui est résistance aux températures, il y a maintenant des choses qui existent et qui sont fonctionnelles qu'on a, nous, mis en place, notamment dans l'automobile aussi, hein, sur des chaînes de production et qui résistent. On ne pensait même pas trouver un truc qui résiste dans les contraintes de cataphorèse, etc. Et il y a des tags qui existent, qui fonctionnent, qui sont déployés. Enfin, aujourd'hui, sur ces aspects-là, on a quand même beaucoup plus de solutions et qui sont réellement opérationnelles. Alors, il y a toujours des serpents de mer, hein, des trucs où aujourd'hui, on vient nous voir pour nous dire « Ah, ça serait super », mais il y a toujours des cas un peu particuliers qui sont difficiles à adresser, mais ça reste à la marge, quoi. Globalement, sur des contraintes classiques d'industrie, on a des solutions, quoi. D'où l'importance de faire appel à des experts comme vous qui sont capables de dire non, ça c'est pas possible. Ou alors, ça nous arrive encore. Hein. Ou un coût tellement élevé que c'est prohibitif. Bon. Ok. Donc j'ai d'autres. Alors là, il y a des questions qui déboulent en plusieurs. Alors, on va commencer par la première question, la plus ancienne. Ça correspond à votre application, à l'application que tu as présentée à Rungis. Donc non, à Rungis, les inventaires sont faits en mobilité.
On n'a pas encore de drone, mais j'ai des clients qui passent leur temps à me dire, mais est-ce que vous n'auriez pas des solutions avec le drone? Donc, on n'en est pas encore là, mais je n'exclus pas que ça arrive un jour. Mais là, non, on est simplement en mobilité. C'est fait à pas d'homme, en fait. Ils passent dans les allées, ils scannent. Et en fait, comme on a quand même de très bonnes distances de détection, on est sur du colis, donc on a quand même des tags qui peuvent être suffisamment grands. On est sur des contraintes qui sont relativement faibles. Alors, c'est quand même des produits qui contiennent pas mal d'humidité, mais pour autant, et puis on est en contexte chambre froide, mais on a quand même de très bonnes détections. Donc, en fait, on passe à pas d'homme et ils font l'inventaire très, très rapidement. En fait, en un passage, Un passage et une lecture des tags à la volée. Oui, bien sûr. On est Oui, tout d'accord. à fait. On est en mode inventaire, on met la puissance à fond et on passe dans les allées et on fait l'inventaire complet. D'accord. Et donc, question Donc, oui. subsidiaire. Alors ça, on nous le demande souvent aussi. Tu peux peut-être répondre aussi, Philippe. Aujourd'hui, on ne fait pas de l'inventaire, enfin, c'est pas un système. Alors, il y a de plus en plus de lecteurs qui existent, effectivement, qui sont faits pour faire presque même de la localisation via le passif. Mais ce n'est pas encore magique. Il y a quand même quand on fait des inventaires, il y a une procédure à utiliser. C'est-à-dire qu'on balaye, mais on le fait d'une certaine façon pour être sûr de faire du 100% aussi. Après, il faut aussi savoir maîtriser quand on fait, justement, je ne l'ai pas évoqué, mais quand on fait du portique en expédition-réception, on doit aussi éviter de lire ce qu'il y a en stock pour ne scanner que ce qui sort. Et on doit aussi maîtriser la zone de détection pour se dire, je vais finalement faire l'inventaire de cette partie-là, mais je ne veux pas forcément inventorier ce qui est en attente d'expédition, par exemple. Donc, il faut quand même maîtriser le champ de détection et on ne fait pas de l'inventaire. Alors, il y a des lecteurs qui existent, qui sont annoncés à 15 mètres de détection, tout ça, mais ça reste quand même lié à un process. On ne fait pas un inventaire temps réel juste en inventoriant. Puis, vous avez toujours des tags qui vont être potentiellement masqués. Donc, il faut quand même une logique aussi de mouvement. Donc, le drone, à la limite, serait plus appliqué parce qu'effectivement, il va reproduire ce que ferait un homme en passant, etc. Mais l'inventaire fixe, je mets mes lecteurs et puis je scanne tout, bah, il y aura toujours un tag qui va être masqué parce qu'il est sous quelque chose ou sous un truc métallique. C'est difficile d'assurer du 100% dans ces contraintes-là. Et dans tous les cas, il faudrait mettre pas mal de lecteurs quand même pour assurer la lecture d'un entrepôt complet. Donc, on n'en est pas encore là. OK. Alors après, je vois une question sur les capteurs de température. Donc oui, bien sûr, nous-mêmes, hein, on propose aussi des solutions de suivi de température qui sont souvent associées à une logique de gestion de stock. Donc association RFID et capteurs, oui, ça c'est très fréquent. Il y a beaucoup de solutions qui existent. Nous, par exemple, on a des solutions, on en parlera pour la partie santé, pour les hôpitaux de Paris, où on fait vraiment avec un seul et même tag la traçabilité du transport, du délai de transport et de la température de transport. Donc oui, il y a plein de solutions qui existent pour associer de la mesure. On fait aussi de la pesée connectée. Enfin, voilà, on associe souvent du capteur à la partie identification pour avoir un double gain, à la fois un gain sur la partie j'identifie et je maîtrise ce que j'identifie, et en plus récupérer de la donnée sur l'environnement, sur les contraintes et sur toutes les conditions de transport ou de stockage. Très bien. Alors, une dernière question pour éviter de recouper sur les mêmes. Comment vous gérez les données collectées, c'est-à-dire stockage, confidentialité et gestion je dirais, de back-office ou autre des données collectées, quoi. Alors, on propose les deux types d'approches, hein, comme je pense beaucoup, c'est-à-dire aussi bien du on-premise que du cloud. Et effectivement, on met en place tout ce qui va être sécurisation des données. Alors, c'est rare qu'on ait des données personnelles. Typiquement, on est plutôt sur de la donnée de production ou des données de traçabilité. Mais par contre, effectivement, on met en place quand même… alors, quand c'est chez nos clients, souvent, c'est nos clients qui assurent la sécurité aussi parce qu'on se met sur leur infrastructure. Donc, c'est très souvent parce qu'on est souvent dans des environnements industriels où il y a des notions de confidentialité aussi et de sécurité. Donc là, effectivement, c'est notre client qui assure toute cette partie sécurité, mais bien entendu, quand on propose des solutions en cloud, on met nous-mêmes en œuvre toutes les logiques de sécurité pour assurer que les données soient bien conservées, stockées et qu'il n'y ait pas de risque en termes de sécurité. Ouais, une question qui est posée et qui est récurrente aussi, c'est les tags RFID et équipés d'antennes, évidemment, dans les zones ATEX. Oui, alors ça, il y a beaucoup de solutions qui existent, hein, notamment Steed fait des lecteurs ATEX pour aller en zone ATEX. Et de toute façon, au niveau des tags, il y a des tags qui existent,
Et on sait aussi que la plupart des tags peuvent être utilisés en zone ATEX parce qu'ils sont considérés comme matériel simple vis-à-vis de la norme ATEX. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque à utiliser des tags passifs, typiquement, en zone ATEX. Après, vous pouvez les prendre avec la mention ATEX si vraiment en termes de sécurité. Donc ça, effectivement, ils coûtent plus cher parce qu'ils ont passé la certification qui va bien. Mais un tag passif en lui-même n'a pas d'émission Oui, suffisante pour être à remplir risque les en zone lunettes, ATEX. etc. Voilà. Oui, bien sûr. Nous, on a déployé des solutions dans le domaine des spiritueux. On identifie des contenants, des fûts qui sont pour certains en zone ATEX. Et il n'y a aucun souci, il y a des solutions. C'est bien, le problème de zone ATEX, c'est plus du côté du lecteur et Oui, tout à fait. Dès qu'il y a une batterie qui va être intégrée, et avec de effectivement, il l'énergie. y a des matériels. Là, on va en déployer pour un autre client aussi, qui sont des matériels mobiles ATEX. Et il y a aussi des systèmes fixes qui sont ATEX. Bon, très bien. Dernière question, alors, qui est une porte ouverte au futur. La technologie RFID évolue-t-elle? Que peut-on espérer de mieux à l'avenir? Alors, je dirais que oui, ça évolue en permanence. On a quand même de plus en plus de solutions, c'est ce que je disais. Après, il y a des contraintes qui resteront toujours les mêmes, c'est-à-dire le métal, le liquide. C'est des contraintes qu'il faut savoir prendre en compte. Donc, il y a des moyens de gérer ces contraintes-là. Après, il y a des contraintes physiques, c'est-à-dire si je mets une plaque métal devant un tag RFID, dans tous les cas, je n'arriverai jamais à le lire. Enfin, à mon avis, je ne vois pas comment la physique pourrait évoluer à ce point-là, mais je ne suis pas visionnaire, mais, Non, mais voilà, il y a toujours des contraintes aujourd'hui qu'on avait il y a 15 ans, qu'on a toujours aujourd'hui. Par contre, on sait mieux les appréhender parce qu'il y a de plus en plus de solutions qui existent, à la fois en termes de matériel, d'identification, de matériel de détection qui permettent de le gérer. Aujourd'hui, nous, on passe notre temps chez les clients à aller pousser justement les limites de la RFID. En termes de distance, on nous demande toujours des portiques plus larges, plus grands, plus hauts. Et on arrive toujours à trouver des solutions. On fait aussi de la lecture en cadence sur des lignes d'embouteillage où on lit des tags NFC qui sont tout petits, mais qu'on doit lire à 19 000 bouteilleurs. Et bien oui, on n'avait pas la solution au départ, mais on a travaillé sur le sujet, on a cherché des solutions techniques, on a travaillé aussi bien au niveau hardware que software, et on arrive à pousser les limites. Après, on pousse jusqu'au où on peut aller, mais oui, ça évolue quand même, puisqu'effectivement, on passe notre temps à aller encore plus loin pour nos clients. Très bien. Oui, on peut dire aussi que la technologie en elle-même, parce qu'il ne faut pas mélanger ce qui est du domaine de la technologie et ce qui est du domaine de l'application de ces technologies ou Oui. de l'ingénierie ou de la technique, on va dire. Bon, la technologie RFID en tant que telle, aujourd'hui, elle est très, très mature. C'était pas le cas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, il y a des standards largement répandus, largement consolidés et robustes. Et puis, il y a les techniciens, l'ingénierie qui fait qu'on met en œuvre des solutions de plus en plus sophistiquées, de plus en plus pérennes. OK, bien. Eh bien, écoute, merci infiniment, Marie-Hélène. Je rappelle à tous les auditeurs et présents que ce webinaire sera disponible en vidéo sur le site de ConnectWave et sur la chaîne YouTube de ConnectWave, auquel je vous invite à vous abonner. Et peut-être que tu pourrais partager ton PowerPoint, que nous puissions Pas de souci, je le le diffuser transmettrai. auprès des inscrits, n'est-ce pas? Bien sûr, oui, tout à fait. Merci encore une fois, Marie-Hélène. Merci à toi. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Maxime Blanc, précédemment rapidement présenté. Maxime, je te laisse la parole. À toi. Bonjour. Alors, bonjour. Partager mon écran. C'est OK. Ça marche. Vous voyez bien l'écran, vous m'entendez bien? Bon. Très bien. Donc, bonjour à tous. Merci à ConnectWave pour cette invitation à ce webinaire, donc pour parler gestion de stock et RFID. Alors, effectivement, comme le disait Marie-Hélène, il a été évoqué jusqu'à présent les cas d'usage de la RFID dans un environnement plutôt industriel. Alors, moi, clairement, je vais vous parler de gestion de stock dans un environnement retail. Donc, ça veut dire que je vais vous parler de stock en entrepôt, de stock en magasin,
je vais vous parler d'articles et vous allez voir que les cas d'usage sont quand même assez différents puisque précisément, comme le disait Marie-Hélène, il y avait de poser un tag RFID sur un contenant, sur un colis. Et bien, dans un environnement retail, on est encore à un stade en dessous, c'est qu'on pose le tag RFID sur l'article. Alors, rapidement, je vais… alors, pourquoi j'ai… OK. Juste pour vous présenter SML RFID et qu'est-ce que SML propose à la fois en propre et en partenariat. Donc, quand on parle d'RFID dans le retail, bon, la RFID, c'est 3 grands domaines. Le premier domaine, c'est ce qu'on appelle des tags, donc les étiquettes RFID. Donc clairement, il faut des tags. Il faut un logiciel de gestion de ce qu'on appelle les EPC, c'est-à-dire l'EPC, c'est Electronic Product Code, c'est le numéro unique qui est inscrit sur la puce de l'étiquette. Donc, il faut un logiciel pour gérer à cette maille-là et de pouvoir proposer des apps qui vont tourner sur des équipements mobiles, qui vont communiquer avec des lecteurs et avec une plateforme qui permet de faire du reporting et de communiquer via des interfaces, des API avec les systèmes du retailer. Donc, deuxième élément, logiciel. Troisième élément, il faut du matériel, c'est-à-dire des lecteurs. Donc, SML sur ce marché et intervient sur 2 éléments sur 3. Intervient sur la partie tag. Donc, SML est un concepteur fabricant de ce qu'on appelle des inlays. Un inlay, c'est ce qui constitue l'ensemble constitué par la puce et une antenne. Donc, c'est ce que vous voyez sur la photo, petite photo de gauche. Ça se présente sous forme de rouleau. Donc, c'est un processus vraiment industriel pour fabriquer ces inlays. Ces inlays qui sont designés par les équipes de R&D. D'un fabricant à l'autre, les inlays ne sont pas designés de la même façon. Sur ce marché, SML est le numéro 2 mondial. C'est plus de 2 milliards d'inlays qui sont fabriqués chaque année. Et ensuite, un inlay, il est ce qu'on appelle converti, c'est-à-dire qu'il faut le placer sur un support. Donc, ce support, ça peut être un autocollant, ça peut être une étiquette cartonnée de prix, ça peut être une étiquette tissée qui va être cousue sur un vêtement. Bref, tout ça, ça s'appelle la convertir. Et ensuite, cet inlay, il faut venir l'encoder pour venir y mettre le numéro d'EPC unique qui identifie l'article. Donc, SML est aussi, intervient aussi sur cette partie-là, c'est-à-dire via ce qu'on appelle des services bureaux, c'est-à-dire des usines qui vont venir convertir et encoder les inlays qui ont été préalablement produits. Donc, un service bureau, ça a vocation à être placé au plus près des zones de production, puisqu'ici, là, on parle bien de placer une étiquette RFID sur un article. Donc, si on parle d'article, un vêtement, une chaussure,
une paire de lunettes, ça signifie que c'est placé sur ce qu'on appelle, à la source, c'est-à-dire c'est placé sur l'article, sur la ligne de production. Donc, quand on parle de vêtements, la plupart des vêtements sont produits aujourd'hui en Asie. Donc, ça signifie que les services bureaux sont placés dans les pays producteurs de textiles, la Chine, le Bangladesh, le Vietnam, et j'en passe. Bref, tous les pays d'Asie avec de grosses capacités de production textile. Et ces étiquettes sont donc converties et encodées au plus près des usines. Et ensuite, elles sont délivrées aux usines pour qu'elles les apposent sur chacun des produits. Mais elles sont donc délivrées, déjà converties, déjà encodées. L'usine n'a plus qu'à les appliquer sur sa ligne de prod, sur chacun des produits. Donc, sur cette partie-là, SML a donc intégré toute la chaîne, puisqu'elle produit les inlays, et elle les convertit, et elle les encode, et elle les livre aux usines directement pour qu'ils soient posés sur les produits. Deuxième élément, SML en propre est éditeur de logiciels RFID avec une solution qui s'appelle Clarity. Donc, éditeur de solution, ça signifie, comme je l'évoquais, c'est un logiciel, on va dire, c'est plutôt une suite logicielle avec une base de données hébergée dans le cloud, avec une app mobile sur Android ou sur iOS qui permet d'utiliser un lecteur RFID mobile et de pouvoir, en conséquence, piloter le lecteur RFID mobile pour réaliser des lectures en mobilité. Et puis, derrière, c'est un portail web pour pouvoir effectuer du reporting, des extractions de données, avec toute une série de fonctionnalités vraiment BI. Sur cette partie-là, logiciel RFID, la solution Clarity est la solution aujourd'hui la plus déployée dans le monde, puisque pas plus tard qu'hier, il y a eu l'annonce, un communiqué de presse au niveau mondial que nous venons de dépasser les plus de 5000 magasins équipés de la solution Clarity pour gérer les cas d'usage de la RFID en magasin. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution qui a une telle base installée en production actuellement. Le troisième élément en propre, c'est la partie expertise RFID, c'est-à-dire qu'un projet RFID, ça se pilote, ça nécessite un cadrage, voilà, tous les éléments, je vais dire, d'un pilotage projet. Sur cette partie-là, nous avons donc des équipes dédiées localement dans chacune des régions du monde, en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, pour accompagner nos clients retailers dans la mise en place de leur projet RFID. Pour la partie matériel RFID, donc nous ne sommes pas fabricants de matériel, nous pouvons être revendeurs de matériel, que ce soit des lecteurs à main mobiles ou que ce soit des lecteurs fixes, des antennes intégrées dans des portiques, sur des convoyeurs. Sur ce matériel RFID, SML a un partenariat ancien avec tous les fabricants majeurs et particulièrement avec Zebra qui est le numéro 1 incontesté avec une très forte part de marché sur les équipements RFID. Aussi en partenariat pour la partie service,
tout ce qui est déploiement sur site, paramétrage, installation, formation. Nous sommes, suivant les zones géographiques, en mesure d'avoir des partenaires locaux dans chacun des pays pour pouvoir assurer la partie déploiement sur site, installation, formation. Et sur la partie, tout ce qui est plus process, orga, change management, refonte de processus, formation, une partie plus, je dirais, consulting. On a aussi des partenariats avec des cabinets de conseil, chacun leader sur leur territoire pour cette partie-là. Donc voilà, en synthèse, la RFID, c'est 3 éléments, c'est des tags, c'est du soft, c'est du hard. SML intervient directement pour la partie tag et pour la partie soft et intervient en tant que avec des partenaires sur la partie hard. Alors, comme je le disais, je vais vous parler des cas d'usage de la RFID dans le retail et donc partons du début d'une notion absolument clé qui est la justesse de stock. La justesse de stock, en soi, qu'est-ce que c'est? C'est un pourcentage qui compare une quantité attendue dans un système informatique avec une quantité physique. Jusque-là, c'est une notion relativement simple. Dans le monde du retail, je vous ai mis ici un petit exemple tout simple pour comprendre que la notion de justesse de stock, elle est sans RFID très mal appréhendée par les retailers. Parce qu'il faut bien comprendre une notion qui est la notion d'article. Donc dans le monde du retail, voilà, pour qu'on s'entende bien de quoi on parle, on a des produits. Un produit, c'est un t-shirt référence A. Ce produit-là, il se décline en variantes. Bon, la plupart étant une variante couleur et une variante taille. Donc, la combinaison d'un produit, d'une couleur et d'une taille, c'est un article. Quand on parle de justesse de stock particulièrement en magasin, ça signifie qu'on va venir comparer, suite à un inventaire, une quantité physique avec une quantité, on va dire, informatique. Donc, ça signifie que article par article, on peut avoir des écarts en plus, en moins. Sans RFID, la vraie vie opérationnelle, c'est que la justesse de stock, elle est calculée globalement. C'est-à-dire que ici, dans cet exemple, on prend juste les totaux et on va venir comparer quantité physique par rapport à quantité informatique et on calcule un pourcentage. Ici, dans cet exemple-là, on est à 98% de justesse de stock global. Pourquoi? Parce qu'il y a simplement un écart de 1 unité entre le physique et l'informatique. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a les écarts, mais il y a des écarts positifs et il y a des écarts négatifs qui, ici, se compensent. Donc, lorsqu'on calcule la notion de justesse de stock à cette maille-là, le retailer peut avoir une impression que son stock est bien géré, puisqu'il est à 98% de stock, ce qui, d'un strict point de vue, on va dire financier, effectivement, peut être considéré comme acceptable. Par contre, d'un point de vue, je dirais, client, la justesse de stock qui importe, c'est la justesse de stock à l'article. Puisque quand un client va dans un magasin acheter un produit, il vient acheter un produit pour une taille et pour une couleur. Si jamais le produit n'est pas dispo dans la taille et la couleur qu'il souhaite, il ne va pas prendre l'autre couleur ou il ne va pas prendre l'autre taille. Donc, ce qui compte, c'est la justesse de stock à l'article. Donc ici, quand on parle de justesse de stock,
il s'agit plutôt de la calculer à l'article. Et ici, on va donc prendre la somme des valeurs absolues des écarts qu'on va comparer à la quantité attendue informatique. Et donc ici, sur exactement les mêmes valeurs, on voit que la justesse de stock à l'article, elle est de 68%. Elle n'est pas de 98%. Donc, voilà, cette petite intro sur cette notion-là de justesse de stock qui est absolument déterminante et qui est à la base de tous les business cases de mise en place de la RFID dans un environnement retail. Puisque la RFID, son point de départ, c'est de dire qu'elle va permettre d'améliorer la justesse de stock à l'article. Alors, maintenant, plaçons-nous toujours dans cet environnement retail. Là, à gauche, vous avez simplement matérialisé, vous avez ce qu'un retailer pense qu'il propose à la vente dans son magasin. Il a des articles et dans une certaine quantité pour chaque. Ensuite, la réalité, c'est quoi? C'est ce que le retailer propose vraiment à la vente dans son magasin, c'est qu'il y a certains articles qu'il a en moins, il y a certains articles qu'il a en plus. Et ce gap-là, ça mène à ce que, sans RFID, la justesse de stock à l'article dans un magasin est inférieure à 70%. Et ça, c'est quelque chose qui a été vérifié sur tous les pilotes RFID depuis plus de 10 ans, dans tout le monde du retail, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Là encore, c'est un élément qui ici est assez déterminant parce que il arrive, c'est une des principales difficultés, puisque sans RFID, la justesse de stock à l'article n'est pas calculée. En conséquence, elle est souvent surévaluée. Et que quand on présente ces chiffres-là à des directeurs supply, dirigeants, PDG d'entreprises de retail, certains peuvent dire « oui, mais ce n'est pas vrai. Oui, mais chez moi, on est bien meilleur que 70. » Bon. Donc, il y a déjà tout un travail avec le retailer pour essayer de déterminer quelle est cette justesse de stock à l'article dans la réalité du magasin du retailer en question. Si on rentre un petit peu plus dans le détail de l'analyse ici du problème, c'est donc qu'on a quoi? D'un côté, on va avoir des articles en plus. Et en moyenne, c'est de l'ordre de 12%, voire plus. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus d'articles en magasin qu'on ne le pense. Donc, en clair, c'est du surstock. Et en plus, c'est des opportunités click and collect, CNC click and collect, qui sont manquées. Puisque concrètement, ça veut dire, en vrai, il y a 8 articles dans le magasin. À l'informatique, il n'y en a que 6. Mais sur le site web, ce qui est proposé comme disponible, c'est 6. Donc, les 2 en plus, ils ne sont pas proposés sur le site web, donc ils ne vont pas être vendus. Donc, c'est moins de chiffres. Le deuxième élément, c'est les articles en moins. En moyenne, c'est supérieur à 15%. Donc, ça signifie moins d'articles qu'on ne le pense. Donc, en clair, c'est une rupture. OK, on pensait en avoir 5, en vrai, il y en a 3. Bon, alors vous allez me dire, le client peut toujours l'acheter. La problématique, c'est lorsqu'on se rapproche, lorsqu'on est sur des profondeurs de stock en magasin à l'article qui sont faibles,
c'est que cela mène à ce que on ait des commandes click and collect qui soient annulées, puisque l'article, informatiquement, potentiellement, on en a 2, et puis, en vrai, on en a 0. Le client l'a commandé en click and collect, il va au magasin le chercher, et puis là, on lui dit « Ah ben, désolé, mais on ne l'a pas trouvé ». Donc, la vente est perdue. Et en plus, le client est très mécontent, il s'est déplacé pour rien. Et il y a le troisième élément, qui est quelque part le pire, c'est le stock dit gelé. C'est-à-dire, ça, c'est le cas où, informatiquement, il y a 2, en vrai, il y a 0. Donc, ça signifie que l'article, par définition, il n'est jamais vendu. Mais surtout, informatiquement, il y en a toujours 2. Donc, les systèmes d'appro ne le réapprovisionnent pas. Donc, il n'est jamais réapprovisionné. Et cette situation-là, elle peut perdurer pendant des semaines, voire pendant des mois, le temps de réaliser l'écart. Et à la fin de tout ça, c'est moins de chiffres. Donc, la RFID, dans ce contexte-là, est la solution qui permet d'adresser ce problème. Puisque, d'un côté, sans RFID à l'article, déjà, le point de départ, c'est que l'inventaire annuel, il est réalisé parce que c'est une contrainte légale, mais il est déjà faux de l'ordre de 4 à 8% au niveau article. Tout simplement du fait d'erreurs humaines. Voilà, on a tous vu comme… imaginez un magasin de vêtements avec 50 000, 80 000, 100 000 pièces dans le magasin, un inventaire où on prend 10, 15 personnes qui passent la nuit à compter. De toute façon, intrinsèquement, il y aura des erreurs humaines qui font que l'inventaire, à la fin, ne sera pas 100% parfait. Mais en plus de cela, c'est qu'un stock, ça se dégrade mécaniquement. Quand je dis un stock, c'est la qualité de la donnée stock. Ça se dégrade mécaniquement de 3 à 4% par mois. Du fait de toute une série d'erreurs, des erreurs humaines, des erreurs informatiques, de la démarque interne, la démarque externe, de problèmes IT, bref, mécaniquement. Mais la problématique, c'est que ces écarts-là, ils ne sont pas détectés. Lorsqu'il y a de la démarque en magasin, le produit est volé. Par définition, le stock informatique n'est pas mis à jour. Mais combien de temps on met pour se rendre compte que l'article a été volé? Ça peut prendre des semaines, voire des mois. On ne se rend pas compte tant qu'on n'a pas compté. Donc, ce n'est pas détecté, donc ce n'est pas corrigé. Et donc, mécaniquement, on se retrouve à ce qu'avec un inventaire annuel, eh bien, la justesse de stock à l'article, elle se dégrade mécaniquement mois après mois pour arriver à une justesse de stock qui est inférieure à 70%, parfois même 65, 60. Si on se place maintenant avec la RFID à l'article, qu'est-ce qui change? Le point de départ, c'est la RFID, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de compter à distance, en masse, plusieurs dizaines de milliers d'articles en moins de 30 minutes. Donc, ça signifie qu'il est possible de compter tout le stock d'un magasin en moins de 30 minutes. Donc, en conséquence, il devient possible de compter très régulièrement. De compter toutes les semaines, voire de compter 2 fois par semaine, voire de compter tous les jours. En conséquence, à chaque comptage, il y a un rapport d'écart entre l'attendu et la réalité comptée en RFID. Donc, les écarts sont détectés, donc ils sont corrigés, et donc la justesse de stock à l'article, elle se maintient à plus de 98%. Voilà, donc en synthèse, on peut dire
la justesse de stock à l'article, plus de 98% en magasin, c'est quelque chose qui n'est atteignable qu'en réalisant des comptages d'inventaire très fréquents pour détecter les écarts et les corriger. Et cela n'est permis que grâce à la RFID, puisque faire un inventaire fréquemment ne peut s'envisager que si on ne peut le faire, que si ça ne nécessite qu'une trentaine de minutes ou moins d'une heure en magasin. Or, faire un inventaire manuellement en flashant des codes barres un par un, nécessairement, ça prend énormément de temps, ça prend énormément de coûts, donc on ne peut pas faire ça toutes les semaines. La RFID le permet. Qu'est-ce qui a changé depuis 1 an et demi? C'est que ça a mis le coup de projecteur sur la nécessité pour tous les retailers de l'omnicanalité. L'omnicanalité, ça signifie qu'un client, il va pouvoir utiliser plusieurs canaux pour communiquer avec la marque. Le canal web, le canal d'une app, le canal d'aller directement en magasin, et avec tous les modes d'achat qui est je commande en magasin. Je commande en magasin, oui, par exemple, je commande en magasin, mais je me fais livrer chez moi. Je commande sur le web, mais je me fais livrer chez moi. Je commande sur le web, mais je me fais livrer dans un magasin en click and collect. Je réserve sur le web, mais je vais chercher en magasin dans l'heure qui suit. Je commande sur le web, mais je retourne le produit en magasin. Voilà. Tous ces éléments-là qu'on rassemble sous le terme omnicanalité sont devenus, avec la crise sanitaire, la fermeture des magasins depuis 1 an et demi, faut quand même savoir que les magasins de textile, ces 18 derniers mois, ont été fermés 1 jour sur 3. Donc, on l'a tous vu, on est tous devenus clients de ces solutions-là, click and collect, ship from store, e-réservation, etc. Et ça, qu'est-ce que ça a mis en lumière? C'est cette importance de la justesse de stock. C'est-à-dire qu'un retailer qui expose son stock magasin sur son site web, un client qui achète et qui dit « Ah, tel article, je le veux. Ah, mais je vois qu'au magasin, il y en a 2 de dispo. » Il le réserve ou il l'achète, il va en magasin. Là, il faut absolument que la promesse soit tenue. Sinon, c'est catastrophique de lui dire « Désolé, on ne l'a pas. » Donc, c'est plus que jamais un prérequis pour opérer l'omnicanalité. En conséquence, il y a une migration inévitable pour les retailers d'une gestion à la maille barcode, c'est-à-dire la maille barcode, c'est la maille SKU, c'est-à-dire la maille qui est une maille où un même produit qui se décline en taille couleur, il a le même barcode, à une gestion à la maille article. Ce qu'on voit en conséquence, c'est que ce changement, qui est presque un changement de paradigme pour les retailers, jusqu'à présent, parce que la RFID dans le retail, ça fait 20 ans qu'on en parle. Ce n'est pas quelque chose qui est très nouveau, mais qui s'est toujours heurté jusqu'à ces 5 dernières années à des problématiques de ROI. C'est-à-dire, la question était, oui, mais il faut que si je vends, moi, retailer, si je vends 50 millions d'articles par an, il faut que j'achète et que je pose 50 millions de tags sur mes produits. Et ça coûte cher et il n'y a pas de ROI. Là, on change clairement de contexte, puisqu'il y a cette problématique de pouvoir opérer l'omnicanalité. Et donc, il est aujourd'hui clair qu'il est possible d'arriver à trouver des ROI pour toutes les tailles de retailers en moins d'1 an. Et même si il faut acheter 50 millions de tags par an, qui sont des consommables.
typiquement, le meilleur indicateur pour ça, si je reviens au click and collect, c'est le taux d'annulation des commandes click and collect. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu, aujourd'hui, il y a des retailers qui ont lancé le click and collect pendant la crise sanitaire alors que leur magasin était fermé, un petit peu en catastrophe, et sans outils, sans stock juste, et qui se sont retrouvés à devoir annuler 20-30% de leurs commandes click and collect. Là, vraiment, c'est l'impact en termes de chiffre d'affaires, l'impact en termes d'image de service client est déterminant. Et ça change vraiment les choses. Et enfin, pour finir, et pour revenir aussi à cette notion de justesse de stock à l'article, la première étape, c'est, je dirais entre guillemets, tout simplement, parce que ce n'est pas compliqué du tout à faire, c'est organiser un pilote de 3 mois dans quelques magasins pour déterminer la justesse de stock, je dirais, avant, sans RFID. Clairement, ça consiste en quoi? Ça consiste à dire, voilà, un retailer, il prend 2-3 magasins représentatifs. Dans ce magasin, on va aller étiqueter la totalité du stock. Et une fois qu'on a étiqueté la totalité du stock, on fait un comptage en RFID. Et puis là, on compare avec ce qu'ils ont dans leur système de gestion de stock. Et on calcule un pourcentage de justesse de stock à l'article. Et là, on arrive, dans la plupart des cas, à un chiffre qui est inférieur à 70%. Et sur cette base-là, ensuite, on peut bâtir les ROI pour dire, grâce à la RFID, vous allez passer de 70-65% de justesse de stock à 98%. Donc, vous allez gagner plus de quasiment 30 points de justesse de stock. Et gagner 30 points de justesse de stock à l'article, ça a un impact direct sur la hausse du chiffre d'affaires et de la marge et du niveau de stock. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce que je serais ravi de pouvoir répondre à un certain nombre de questions? Oui. Merci Maxime. Donc, il n'y a pas tellement de questions, il n'y a pas de questions écrites à ce moment, mais n'hésitez pas à poser des questions parce que je pense que la démonstration brillante de Maxime pour ce qui est du retail et de l'article de vente grand public, je dirais, et de la gestion des stocks pourrait très bien s'appliquer à beaucoup d'autres domaines où la gestion des stocks peut être critique. Et je pense par exemple à la pharmacie et à d'autres domaines de pièces de rechange ou pièces détachées, que sais-je encore, où le fait d'être en rupture physique de stock par rapport à une vision de stock informatique peut-être parfois coûteuse, même si on n'est pas dans les mêmes, on serait pas dans les mêmes dimensions. Est-ce que tu penses de cette analogie, Maxime? Tout à fait. Je suis bien d'accord que particulièrement pour les produits médicaments, par exemple, c'est sûr qu'il y a des problématiques de traçabilité et de justesse de stock qui sont déterminantes. C'est un petit peu différent parce que c'est la justesse de stock et la traçabilité sont deux sujets complémentaires. Mais si on se focalise sur la justesse de stock, c'est sûr que il est absolument nécessaire d'avoir une parfaite connaissance de
du stock au sens de répondre à la question à quel endroit se situe le produit, enfin l'article, tout au long de la chaîne. Où je mettrais une différence, c'est-à-dire que le point de départ, c'est que dans le monde du retail, sans RFID, on est inférieur à 70%. Et c'est ça le problème. Donc, quelque part, la RFID résout ce problème. Dans le secteur de la pharmacie, j'ai tendance à penser que je ne pense pas qu'il soit inférieur à 70% de stock juste. Parce qu'il y a quand même une traçabilité qui est, on va dire, plus serrée. C'est limite un chiffre sur lequel je serais intéressé de connaître aujourd'hui quel est le niveau de stock juste à l'article dans ces secteurs-là. Parce qu'après, sinon, on tombe toujours… un des écueils de la RFID, c'est de s'entendre dire « oui, mais c'est quel problème ça résout ?» ou alors la RFID, ça invente un problème qui n'existe pas. Alors, et c'est pour ça que toute la démonstration, elle doit avant tout être basée sur quel problème ça résout. Donc, dans un environnement retail, le problème que ça résout, c'est le problème de la justesse de stock. Dans un environnement plus pharmacie, je dirais que le problème que ça résout serait plus la problématique de traçabilité et à une maille très fine, puisque chaque article est identifié de façon unique. Donc, s'il y a 50 000 boîtes de médicaments, il y a 50 000 numéros. Et en conséquence, on peut descendre à un niveau de traçabilité beaucoup plus fin et en conséquence, le problème que la RFID peut permettre de résoudre, c'est lorsqu'il y a une problématique de traçabilité qui n'est pas assez fine. Ouais, si je donnais l'exemple de la pharmacie, c'est plutôt dans les domaines hospitaliers et pharmacie hospitalière, par exemple, c'est une question qui m'a été posée encore récemment par un CHU, un grand CHU qui ont des problèmes de coûts, non pas… enfin, si je fais l'analogie, dans le retail, la justesse de stock doit permettre une augmentation des ventes, soyons clairs, hein, voilà, alors que dans la pharmacie, je parle de la pharmacie hospitalière, et je vais tout de suite expliquer le cas d'usage, c'est un coût excessif, car ils sont obligés de surstocker, si tu veux. Tu vois, donc, oui, c'est des stocks de sécurité, quoi. Comment ? C'est entre guillemets des stocks de sécurité. Tout le monde se prend une sécurité. Voilà. Des stocks de sécurité, pourquoi ? C'est tout simplement parce que les différents départements consomment des médicaments, mais pas que des médicaments. Tout ce qui est produits annexes, que sais-je, moi, qui existent dans l'environnement médical. Hein, je veux dire des seringues, des choses, enfin tout ce qui est… je cherche le terme, mais bon, vous m'avez compris, et on ne voit pas, le gestionnaire de stock ne voit pas les niveaux de consommation au niveau de chaque service. Ce qui fait que régulièrement, il y a des commandes en urgence auprès de leurs fournisseurs, et donc une tendance forte à surstocker pour avoir, je dirais, un matelas de sécurité, si je puis dire. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne gèrent pas le stock à l'article aussi près que pourrait le faire le schéma que tu as évoqué tout à l'heure au niveau du retail. Mais bon, c'est un exemple, mais qui pourrait être aussi un gain et de productivité et de réduction des coûts, en l'occurrence pour les hôpitaux, mais c'est vrai aussi pour des industries qui stockent des pièces détachées, qui stockent des outillages, et j'en passe, c'est des meilleurs. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Là, on adresse une problématique très métier qui existe finalement dans tous les secteurs, qui sont
la problématique d'approvisionnement et de gestion de stock. Et que voilà, c'est quelque chose qui existe dans tous les secteurs. C'est-à-dire que chaque acteur doit répondre à la question combien j'achète, à quel moment, et tout cela est basé sur une information, et chaque acteur va raisonner et va prendre des décisions de gestion en fonction de la confiance qu'il a dans les données qu'il a à sa disposition. Donc là, on est vraiment sur des choses très métiers, mais il se trouve que moi, je viens de cet univers-là dans la distribution, vraiment de la partie supply chain, planification de stock. Et clairement, un approvisionneur, il utilise un outil qui lui fait des propositions d'achat, mais l'approvisionnaire, il va lui-même ensuite pouvoir le modifier en fonction de la confiance qu'il a dans la donnée qu'il a à son écran. Donc, on est sur des mécanismes tout se joue sur la confiance. C'est est-ce que si je vois quantité 10 disponible à tel endroit, est-ce que ce 10, il est fiable ou est-ce que ce 10, je considère qu'il n'est pas fiable? Et en conséquence, je vais prendre une décision pour sécuriser le fait qu'il ne soit pas fiable. Et donc, ce que permet la RFID, c'est de hausser ce niveau de confiance. C'est-à-dire que ça permet de dire, lorsqu'on fait un comptage en RFID qui a 51 232 pièces dans le magasin, eh bien, cette quantité-là, à 99,9%, elle est fiable. Et ensuite, ça signifie que la personne qui utilise cette donnée pour prendre une décision ne va pas devoir se rajouter un petit matelas en plus ou en moins en disant « ouais, mais ce que je vois, ce qu'il y a dans le système d'expérience, je sais que ce n'est pas fiable. » Bon. Et après, ça crée des effets cumulatifs tout au long de la chaîne, parce que tout au long d'une chaîne supply, si tout le monde se prend des stocks de sécurité, à la fin, on arrive à des énormes surstocks. Très bien. Bon, écoutez, je pense que cette conférence a été très intéressante. Est-ce que tu pourrais nous partager tes slides, qu'on puisse les diffuser? Tout à fait. Bien. Écoute, je t'invite à transmettre tout ça à Mélanie, et puis te remercier pour ton intervention qui a été très claire et très pertinente, il me semble, dans ce domaine de la gestion des stocks. Voilà. Et qui ouvre certainement des réflexions à tous nos auditeurs, je pense. Il ne me reste plus qu'à vous remercier à tous d'avoir suivi ce webinaire et en vous invitant à rejoindre le site de ConnectWave pour vous inscrire au prochain, comme je l'ai indiqué en tout début de session. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Et excellente journée. Merci Marie-Hélène. Merci, à bientôt. Au revoir.